Nous allons donc parler de recyclage et d'éco-design au service de la réutilisation des matériaux et composants des produits de grande consommation. Avec donc 2 moments pour agir très concrètement, en amont bien sûr, avec la réparabilité et la connectivité éventuelle des composants et des modules, et puis en aval, avec le recyclage des matériaux et l'éco-design. Et ce sont des orientations, des process, des visions qui favorisent l'emploi, qui font émerger de nouvelles compétences et puis qui modifient les usages, les comportements d'achat et les valeurs des consommateurs. Alors on va en parler avec nos invités, à commencer par Guillaume Blanchet, qui est directeur d'investissement de UI Investissement. C'est une société d'investissement qui accompagne la croissance des PME et ETI non cotées partout en France et à tous les stades de leur développement. Et on l'applaudit, bien sûr. On accueille chaleureusement, s'il vous plaît, nos intervenants. On refera le chaleureusement en tapant encore plus fort pour le deuxième jeu. Oui, merci. Ça, c'est chaleureux, les amis, vous voyez. Notre deuxième invité est Bruno Rostand, directeur de l'innovation et de l'entrepreneuriat à l'Université Paris Sciences et Lettres, qu'on applaudit également et qu'on accueille chaleureusement. Léonard H est avec nous, président d'Open Tools. C'est une toute jeune entreprise dont vous allez découvrir le secteur d'activité dans un instant. Bienvenue à vous et on l'accueille aussi chaleureusement. Et enfin, Simon Perronneau, qui est CEO de Losange. Losange, qui est spécialiste de l'upcycling de produits textiles finis issus de la seconde main ou de stock d'invendus. Merci à tous les quatre. Et le modérateur de cette table ronde est Vincent Deplaigne, qui est chef de projet Innovation Santé à la SAT Lutech. Ah, il n'y avait pas d'applaudissements pourtant. Ça doit être à chaque fois, hein, les amis. Non, je vais être un peu embêtant sur les applaudissements, mais il faut mettre de l'ambiance un petit peu. Puis surtout, les accueillir avec beaucoup de bonheur. Dernière chose importante, je tiens quand même à vous préciser que pour vous proposer le maximum de contenu pendant toute cette journée et pour qu'on tienne les timings, il n'y aura pas de session de questions-réponses à la fin de cette table ronde. Néanmoins, si vous voulez discuter avec nos invités, si vous voulez leur poser des questions ou les remercier ou les féliciter pour l'incroyable pertinence de leurs interventions, puisque ce sera le cas bien sûr, vous pouvez leur parler à leur sortie de scène et puis bien sûr les retrouver sur leur stand. Donc n'hésitez pas, je pense que vous êtes tous bien sûr open pour discuter avec les gens qui voudront venir vous rencontrer, mais il n'y aura pas de questions-réponses. Et juste après, dernières informations avant de commencer la table ronde, nous allons recevoir la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Sylvie Retailleau, à la fin de cette table ronde. Donc restez bien avec nous parce qu'elle a des choses à nous raconter. Messieurs, bonne table ronde, c'est à vous. Je vous remercie. Merci à tous d'être présents ce matin pour aborder donc cette table ronde sur innovation et société consacrée donc au recyclage et à l'éco-design. Innovation et société, donc société sur l'aspect social de l'innovation et puis également sur l'aspect sociétal. Jusqu'à présent, effectivement, on a plutôt tendance à réduire en quelque sorte l'innovation à l'innovation incrémentale ou de rupture. On élargit le spectre en portant l'innovation dans les domaines sociaux et sociétaux, avec donc nos 4 invités. Et pour faire un petit tour de table préalable, j'invite donc Léonard Hartmann à présenter son projet. Bonjour, du coup Léonard. J'ai créé la société Open Tools il y a à peu près 2 mois de ça, donc c'est assez neuf. Je suis ingénieur de formation et je travaille sur un objet qu'on connaît tous, qui est l'imprimante jet d'encre, qui est un objet assez obsolescent. Et donc l'idée du projet, c'est de rendre cet objet réparable et complètement ouvert aux utilisateurs. Voilà, donc projet qui démarre et qui j'espère aboutira. Voilà. Bruno. Merci Vincent, merci pour l'invitation et merci au réseau des SAT. Donc, je suis directeur innovation et entrepreneuriat à l'université PSL. PSL est une université née du programme Investissement d'avenir et de la volonté d'une quinzaine d'établissements parisiens, dont Paris-Dauphine, l'ENS de la rue d'Ulm, le SPCI, l'École des Mines, l'Institut Curie, beaucoup de choses aussi côté sciences humaines, le PHE, l'École des Chartes, des écoles d'art, de design, ce qui est important pour le sujet d'aujourd'hui. Et avec tout ça, la volonté de créer une université de premier plan au cœur de Paris, qui est aujourd'hui une des toutes premières universités françaises, qui figure dans les top 50 différents classements, etc., etc.
Côté innovation et transfert, on a eu dès la création de PSL un modèle très axé sur l'innovation de rupture et la création d'entreprises. Il faut se rappeler que c'était assez original à l'époque, même si ça l'est beaucoup moins aujourd'hui avec le plan Deep Tech, tout ce que fait BPI France, etc. etc. On a beaucoup poussé ce modèle, on est devenu une expérimentation du FNV, c'est-à-dire une sorte de SAT d'un modèle un peu différent et à l'intérieur de l'université. On a, grâce à ce financement du FNV, pu financer des preuves de concept techniques et économiques de beaucoup de projets disruptifs. On a aussi poussé l'accompagnement et le financement de start-up avec nos collègues des incubateurs du périmètre PSL, des autres TTO. On a un dispositif French Tech Seed. On a créé un fonds d'amorçage Deep Tech dédié à PSL avec Elia Partners. Et on s'apprête aujourd'hui d'une part à créer la deuxième génération de ce fonds. Donc s'il y a des acteurs du fonds de fonds dans la salle, n'hésitez pas à venir m'en parler. Et puis par ailleurs à mettre tout cet écosystème, à renforcer, coordonner et continuer de transformer tout cet écosystème dans le cadre du PUI associé à PSL qui va justement reprendre toute cette politique de site avec des transformations et des renforcements et coordinations diverses. Merci Bruno. Simon Perronneau pour Losange. Bonjour, Simon Perronneau, je suis un des deux cofondateurs de Losange. Losange, c'est la première solution robotisée, industrielle, automatisée de découpe de produits finis textiles qui permet donc pour la première fois en Europe d'industrialiser l'upcycling ou surcyclage de vêtements, c'est-à-dire la découpe à l'intérieur des vêtements d'empiècement prêts à être réassemblés pour créer un nouveau produit, vêtements ou accessoires. Merci Simon. Guillaume Blanchet pour UI Investissement. Allô. Ouais, super. Bonjour à tous, Guillaume Blanchet. Donc UI Investissement, on est une très vieille société de gestion parce qu'on existe depuis plus de 50 ans sur tous les métiers du capital investissement en France. Et notre engagement, c'est d'investir dans les entreprises, quel que soit leur stade de développement et quelle que soit leur implantation géographique. Notre spécificité, c'est qu'on a 13 implantations en France, duquel on opère. Et on a à peu près 300 millions d'euros à investir, ou 400 millions, pardon, Jean-Philippe, investir sur l'innovation, principalement sur l'early stage, mais également sur des thématiques type tech et santé où on peut mobiliser des tickets un peu plus importants. Donc on est un investisseur engagé sociétalement, donc on a à cœur de réindustrialiser nos territoires et d'accompagner des entreprises qui sont dans cette thématique-là. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a accompagné Losange lors de sa dernière levée de fonds qu'on a financée en début d'année. Merci Guillaume. Alors justement, Losange, dans votre business model, dans votre entreprise, dans votre développement à la fois social et sociétal, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus effectivement sur ces aspects relatifs à l'entreprise Losange? Oui, Losange, c'est une entreprise avec des externalités positives au niveau social, sociétal et écologique. De toute façon, c'est des notions qui sont étroitement liées et qu'il est difficile de dissocier. Social parce que Losange est une entreprise qui travaille énormément avec le domaine de l'insertion. C'est le cas du domaine de la couture et du textile en général en France. On a un très beau vivier, une très belle dynamique au niveau de l'ESS sur le textile. Dans le nord de la France, certes, mais il y a des réseaux comme le réseau Résilience qui sont partout en France. Et on travaille énormément avec eux sur la partie assemblage, c'est-à-dire le fait de construire le vêtement à partir des morceaux découpés. Des externalités aussi positives au niveau sociétal. Losange a une implantation en région, à Nevers dans la Nièvre, dont on est fier et on est très content de le clamer haut et fort dès qu'on le peut. Et on participe aussi, la Nièvre en tout cas le bassin dans lequel on se situe est un des territoires d'industrie. Territoire d'industrie qui a pour objectif évidemment de réindustrialiser les territoires, réindustrialiser la France. C'est un des objectifs du gouvernement et de la France d'une manière générale, et on connaît aussi toutes les externalités positives à cette réindustrialisation des territoires. On développe une solution qui est unique au niveau de la revalorisation des vêtements. Et je parlais aussi d'externalités écologiques. Il faut savoir, l'upcycling, c'est la méthode de production la plus écologique au monde. Elle permet de réduire de près de 92% les émissions de CO2 liées à la production d'un vêtement. Pour donner quelques chiffres, un t-shirt, c'est à peu près 10 kg de CO2. Un t-shirt upcyclé, surcyclé, c'est moins de 1 kg de CO2. Donc en termes de réduction, en termes de performance écologique, ça n'a pas d'équivalent. Même mise à côté des performances du recyclage ou du bio, par exemple, qui n'ont évidemment rien à voir.
Alors justement, vous avez évoqué le nom de surcyclage, qui est la traduction française de upcycling. Est-ce que vous pouvez préciser en fait ce dont il s'agit par rapport au mot plus connu de recyclage? Alors, la différence fondamentale entre le recyclage et le surcyclage, si on prend l'exemple de la volonté de revaloriser un sweat, par exemple, c'est le plus parlant. Le recyclage va venir récupérer le sweat, le détruire, le déconstruire la fibre, récupérer la fibre pour ensuite la retisser, refaire du fil, avec ce fil retisser un rouleau et dans ce rouleau recouper un produit, en sachant que ce rouleau, pour devenir rouleau, il aura dû passer par différentes phases très énergivores. Au-delà de la destruction du tissage, il y a aussi tous les apprêts qui sont déposés, la couleur qui est remise, etc. Là où le surcyclage va en fait considérer n'importe quel produit textile, ce même sweat par exemple, comme si c'était un petit rouleau finalement, une partie de textile dans lequel on pouvait directement découper. La complexité qui est rencontrée depuis de nombreuses années et qui explique pourquoi le surcyclage était surtout une pratique artisanale, c'est la grosse complexité de découper en fait des produits en forme de tube, puisque évidemment quand on coupe sur un produit, la forme en dessous sera pas la même. Donc il y avait cette grosse complexité là, et en fait la proposition de Losange, c'est de revaloriser tous les textiles, tous les produits finis pour en faire de nouveaux produits. Et on travaille beaucoup avec des grands groupes, des marques, avec des stocks excédentaires, et aussi tout simplement avec des acteurs qui souhaitent faire d'une production beaucoup plus écologique et qui du coup nous invitent à trouver des produits déjà disponibles. Et quand on sait que tous les ans en France on jette 400 000 tonnes de vêtements, on manque jamais de matière. Merci Simon. Alors Guillaume, qu'est-ce qui fait qu'une société d'investissement comme UI Investissement investit dans une société comme Losange? Quelles sont les conditions de projets, d'investissement qui sont aujourd'hui les vôtres côté UI Investissement? C'est une bonne question. Il n'y a pas de réponse toute faite. Après, chaque réponse va dépendre vraiment du projet. Mais d'une manière générale, nous, ce qu'on cherche, c'est des personnes qui sont ambitieuses, qui ont un vrai projet qui apporte du sens à la fois dans son modèle économique futur projeté, parce que quand on rentre, il n'y a jamais rien de fait, mais surtout du sens pour son environnement, pour la société au sens large, mais également c'est les parties prenantes auprès desquelles elle va opérer et au cœur desquelles son territoire. Donc, UI Investissement, sur les fonds innovation, on lève beaucoup de fonds qui sont dédiés à des territoires et qui ont vraiment cette vocation d'accompagner le développement économique de ce territoire. Donc on est présent dans un certain nombre de régions. On a remporté quelques appels d'offres cette année qui nous placent comme étant le premier acteur indépendant investissant dans les territoires. Et on a d'ailleurs, il va y avoir une compétition parce qu'on est également encore en train de continuer à lever de nouveaux fonds. Donc s'il y a également d'autres personnes du fonds de fonds dans la salle, on peut venir également. Donc ce qu'on cherche d'abord, c'est une réelle volonté, une implication à vouloir aider à redynamiser un territoire local. À partir de là, on va repérer des personnes qui ont de l'ambition, qui ont des capacités, et nous on met tout ce qu'on peut en œuvre pour pouvoir les accompagner, les aider à porter et développer cette ambition. Au premier rang desquels des capitaux, mais pas seulement, c'est également du conseil, c'est également de l'accompagnement et de la mise en réseau, bien évidemment. On a 150 startups en portefeuille, et d'ailleurs Losange, Simon, tu peux peut-être illustrer là-dessus, sur l'automatisation de la ligne, c'est partie de mise en relation qu'on avait lancée ensemble. Oui, c'est vrai que la toute première fois qu'on a rencontré UI, on a parlé de ce projet d'automatisation. L'automatisation dans l'upcycling, en fait, c'est le seul moyen de faire en sorte que cette méthode de production, elle soit utilisée demain par différents acteurs. Aujourd'hui, dans le portefeuille client de Losange, il y a à la fois des très grands groupes et à la fois des marques de prêt-à-porter qui, enfin, peuvent se lancer dans la démarche upcyclée. C'est plus des petits projets. Cette année, Losange a fait plus de 50 000 produits upcyclés et l'année prochaine devrait en faire plus de 200 000 parce que des acteurs continuent à être intéressés par cette méthode de production car elle a enfin du sens sur le plan économique puisqu'elle était évidemment logique sur le plan stratégique, on ne repaye pas la matière, sur le plan écologique avec des performances inégalées et enfin sur le plan économique. Sur l'aspect d'accompagnement d'UI, c'est vrai que on a l'acteur avec lequel on réalise en ce moment la machine. En fait, c'est un consortium mené par Losange, un directeur industriel, un industriel nivernais et une équipe d'entreprises en Bourgogne-Franche-Comté sur tous les métiers, roboticiens, automaticiens et software, qui nous accompagnent. Et le premier contact avait été réalisé avec une entreprise qui accompagne également UI.
Et c'est avec eux qu'on a commencé à développer le projet, et c'est grâce à eux qu'on a lancé la première phase, les premières phases de test, le démonstrateur, et qui nous permet aujourd'hui d'avoir industrialisé cette méthode artisanale il y a encore quelques mois. Merci Simon. Et d'ailleurs, je crois que cette machine va faire l'objet du dépôt d'un brevet, me semble-t-il. Donc il y a de la propriété intellectuelle. Alors justement, la propriété intellectuelle, brevet, portefeuille de brevets concernant donc, le recyclage. Est-ce que du côté de PSL Innovation, il y a en portefeuille un certain nombre de technologies qui permettraient de répondre à certaines problématiques posées par le recyclage de certains matériaux? Tout à fait, oui. On a pas mal de technologies, de projets, de prématuration, de brevets sur un vaste spectre de sujets qui concernent le recyclage. D'ailleurs, au passage, il y a une chose que je n'ai pas mentionnée tout à l'heure, c'est que, comme vous savez, depuis la 4e tranche du PIA 4, on a des stratégies nationales d'accélération qui sont des verticales thématiques. Et donc, il y en a une, bien sûr, sur le recyclage, dont PSL fait partie. Il se trouve que les collègues de Pulsalis m'ont donné à l'instant une espèce de petit livre sur les activités recyclage. Donc, voilà. Et donc, dans ce cadre-là, on espère bien pousser nos preuves de concept dans ce domaine et puis avoir un accès privilégié à des filières industrielles, à des acteurs, à une connaissance de ce marché. Concrètement, dans le portefeuille PSL, il y a pas mal de choses. Il y a des choses sur le recyclage des métaux stratégiques, avec des techniques chimiques, des techniques plasma ou physico-chimiques. Il y a d'ailleurs un partenariat privilégié avec Ecosystem, qui est un éco-organisme chargé du recyclage des déchets électroniques, et qui porte une chaire dans laquelle sont impliqués deux établissements de PSL, l'école de chimie PSL et l'école des mines. Voilà, donc on est ravis de voir ça et de voir émerger des beaux projets. Il y a aussi une chaire éco-design et création, soutenue par Decathlon et portée par l'école des arts décoratifs. On a donc beaucoup de choses du côté du design zéro chute, de zéro déchet, de la durabilité, etc. C'est un domaine où on a aussi des brevets. On n'attend pas forcément des brevets dans ce domaine-là, mais on a un très joli brevet qu'on appelle dans notre jargon tricotissage, qui est un système mécatronique de conception et de fabrication de textiles, qui est très intéressant. On a d'autres choses du côté du recyclage des plastiques, avec des techniques de dépolymérisation enzymatique, des techniques d'upcycling aussi, pour rebondir sur le sujet à l'instant, où on peut, sans dépolymériser, ce qui est assez compliqué, on peut retrouver des propriétés mécaniques intéressantes dans un plastique recyclé et donc pouvoir le valoriser et l'utiliser. Voilà, il y a aussi beaucoup de choses côté innovation d'usage. On a un pôle d'entrepreneuriat étudiant où on a beaucoup de projets qui n'ont pas un caractère deep tech, mais qui, voilà, avec la présence des écoles d'art, le domaine du textile notamment, c'est beaucoup développé. On a un joli projet qui s'appelle Exercise Zero, dont je parlais tout à l'heure avant la table ronde, qui propose une solution de patronage zéro chute pour le textile. Donc on sera ravis de faire la mise en contact avec Losange si ça peut amener des synergies. Voilà, en gros, pour ce que je peux dire sur ces technos et projets. Très bien, merci Bruno. Alors tu faisais allusion à la chaire éco-design et éco-conception. Alors c'est justement sur ces deux thématiques importantes que le projet donc Open Printer, qui est issu d'une maturation chez Lutech, SAT Lutech, est aujourd'hui porté par Open Tools, qui vient d'être créé, et donc le président est à nos côtés aujourd'hui. Donc Léonard, qu'est-ce qui a porté en fait le projet Open Printer et l'éco-conception? Alors déjà, en tant qu'ingénieur, à force de créer des machines et des systèmes, on se rend compte que ça n'a pas de sens de ne pas les rendre réparables, et que c'est quelque chose qui a été entre guillemets qui s'est développé dans l'industrie, et aujourd'hui il y a un retour en arrière je pense là-dessus à faire, et du coup je pense que ça fait partie de mon métier du coup d'intégrer ces choses-là au cahier des charges, et ce qui n'était pas forcément le cas avant. Voilà. Et ensuite, pourquoi peut-être l'imprimante? Du coup, moi, c'est un parcours un peu personnel aussi, où je suis tombé sur un projet qui m'a inspiré en fait d'une école de design. Et ce projet m'a donné envie de passer à quelque chose au-delà du concept, mais le rendre réel, en fait, concret. Parce qu'en gros, voilà, il y avait une base d'un concept design, et le développer pour le rendre concret, réel. Et là, du coup, l'ingénierie a tout son sens.
Oui, merci. Alors en plus, dans ce projet, il y a une notion de filière parce que c'est non seulement donc l'imprimante durable dont tu viens de parler, mais c'est également un investisseur qui est un investisseur privé qui fait aujourd'hui du recyclage de cartouches d'encre et qui entend développer en fait dans les années à venir un certain nombre de produits de grande consommation bureautique. Donc au-delà donc, du recyclage de la cartouche d'encre, il y a également la possibilité à venir donc, de la réparabilité et même de l'impression 3D de certaines pièces du futur produit. Est-ce que tu peux indiquer quelques éléments à ce sujet parce que ça correspond typiquement aux attendus de la loi anti-gaspillage et économie circulaire, où effectivement ces nouveaux usages, ces nouvelles entre guillemets responsabilisations des consommateurs qui seront appelés à utiliser en fait un certain nombre d'éléments pour imprimer chez eux ou dans des lieux déterminés en fait les pièces manquantes. Est-ce que tu peux nous indiquer un peu quels sont les éléments, quelles sont les conceptions que tu as pu mettre en œuvre dans ce projet? Alors du coup le principe c'est quelque chose qui commence à se développer, il y a des projets naissants qui se développent sur ce principe-là, c'est en fait de rendre les pièces accessibles de nos objets. Donc il y a quelques exemples en France qui commencent à naître. Donc l'idée c'est que en fait chacune des pièces d'un objet comme une imprimante, bon, ça peut être d'autres objets mais pour le coup c'est l'imprimante ici, que ce soit des pièces qui soient open source, donc par exemple une pièce en plastique qui un jour casse, on puisse soit la commander parce qu'on n'a pas d'imprimante 3D à côté de chez soi, soit on a un endroit où il y a une imprimante dans une école, dans un atelier de réparation, et on imprime, on peut avoir le fichier, aller imprimer la pièce et ça nous coûte quasiment rien. Et au lieu de jeter un objet entier alors qu'il y a une pièce qui est cassée, remplacer cette pièce et expliquer à l'utilisateur comment est fait l'objet pour que lui-même il ait la capacité de le faire. Parce que ce qu'on n'a plus en tête, c'est comment sont faits nos objets, c'est des boîtes noires, alors qu'en fait c'est entre guillemets assez simple aujourd'hui grâce à YouTube, grâce voilà, au numérique, de comprendre comment sont faits nos objets et d'éduquer les gens à réparer, parce que des fois c'est assez simple de changer une pièce soi-même, voilà, au lieu de jeter tout un objet. Donc ça peut être la pièce en plastique, ça peut être une pièce autre, voilà. Je te remercie. Il faut ajouter également que le recyclage et l'imprimante sera produite donc à Dreux, dans une zone effectivement où il y a création d'emplois par l'entreprise Printer Emploi Adapté. Aujourd'hui, Printer, c'est Printer EA donc, qui recycle des cartouches d'encre principalement. C'est une centaine d'emplois, donc 70% de personnes en situation de précarité ou présentant des handicaps physiques ou mentaux. Donc ça, c'est important de le noter, sachant que les collectivités territoriales sont motrices en fait dans ce type de projet. Alors justement sur ces aspects, peut-être Simon, est-ce que tu peux évoquer un peu tes liens avec l'environnement local, notamment les collectivités territoriales, donc à Nevers? Oui, bah c'est vrai que les projets de réindustrialisation dans les territoires, c'est des projets souvent qui sont bien parce qu'ils réconcilient un petit peu tout le monde. Ils réconcilient tous les échelons territoriaux, la ville, l'agglo, le département, la région et l'État. C'est que des acteurs qui nous accompagnent à différentes échelles sur différents sujets, puisqu'évidemment ils ont chacun des prérogatives. Les sujets de réindustrialisation à Nevers, enfin, dans la Nièvre d'une manière générale, c'est des vrais sujets puisque c'est un bassin industriel, un ancien bassin industriel qui a une histoire avec le textile, qu'on oublie souvent parce qu'elle elle est assez lointaine, mais qui a une histoire avec le textile. Et c'est quelque chose nous qu'on porte depuis le début, la volonté de créer de l'emploi et dans les territoires et surtout créer de l'emploi assez, je dirais, diversifié. Ça c'est un sujet aussi pour Losange. Dans la vingtaine d'employés que compte l'entreprise aujourd'hui, il y a tous les statuts entre guillemets d'employés.
des personnes considérées comme ouvriers, des personnes considérées employés qualifiés, cadres sup. Donc c'est tout un tas de profils aussi avec des gens qui sont venus de l'extérieur, beaucoup de Parisiens et de Parisiennes qui sont venus travailler à Losange, donc à Nevers. Donc aussi cette optique de réindustrialisation, en fait, elle va de pair avec la redynamisation, parce que finalement, s'il y a de nouvelles personnes qui arrivent dans ces territoires-là, il y a forcément de nouvelles activités qui se développent en lien avec ces nouvelles arrivées. Donc finalement, c'est un petit peu un cercle vertueux. Et c'est un sujet que porte Losange, accompagné notamment par la région, qui est l'échelon qui a le plus de pouvoir, entre guillemets, économique. Donc on est très accompagné par la région Bourgogne-Franche-Comté. Et après, au niveau de l'État, plutôt par BPI et par l'ADEME. BPI sur le sujet industriel et l'ADEME sur les sujets de performance écologique, puisque l'ADEME, qui est aussi partie prenante des rédactions sur les sujets de la loi AGEC, positionne l'upcycling comme une démarche en termes de hiérarchie bien au-dessus du recyclage, à mettre en avant d'abord et ensuite, si jamais elle n'est pas possible, mais la plupart du temps elle l'est, aller vers le recyclage, puisque la hiérarchie reste le don, le réemploi et l'upcycling, le recyclage, puis la destruction. Donc, et ça, on est très content que l'ADEME aussi, grâce à l'apparition de projets comme Losange sur des enjeux industriels en upcycling, puisse positionner le surcyclage comme une alternative bien plus viable que les autres alternatives de revalorisation qui existent. Oui, je te remercie Pierre. On peut aussi noter que sur le surcyclage, on parlait tout à l'heure de propriété intellectuelle, de brevets, mais il y a également, je crois, en termes de normalisation, une initiative portée par l'AFNOR sur une norme de surcyclage qui permettra effectivement ensuite donc, de normaliser ces pratiques et de les étendre en fait à de nombreux domaines d'activité. Alors, on a vu que donc Losange, c'est création en 2020, donc il y a 3 ans, une vingtaine de salariés aujourd'hui. Open Tools, c'est création il y a 2 mois à peine. Pour l'instant, pas d'employés, mais le projet est en cours de transfert et de finalisation sur le prototype. Est-ce que UI Investissement, lorsque vous investissez, vous décidez d'investir dans une entreprise, alors comme celle de Losange, ou éventuellement peut-être demain dans Open Tools, quelles sont les conditions ou les éléments qui vont vous permettre effectivement de répondre favorablement et sur des montants de quel ordre pour assurer le développement d'une start-up issue de l'écosystème de valorisation universitaire? Encore une fois, je vais décevoir un peu tout le monde, je n'ai pas de réponse toute faite à sortir. Nous, on peut investir, on est très souvent les premiers investisseurs dans les sociétés qu'on accompagne aujourd'hui. Donc, on intervient, on peut dire, tôt. On sait faire tout stade de développement. On a intervenu sur des sociétés qui étaient au stade de l'idée ou alors des terrains plus avancés déjà sur le marché. L'idée, encore une fois, c'est que le stade de maturité ne soit pas forcément un frein. Après, nous, on reste des gestionnaires de fonds, donc on a toujours cette logique d'avoir une sortie, une création de valeur potentielle envisagée dans les 5 à 7 ans. Donc c'est quelque chose qu'on va prendre en compte à chaque fois qu'on va investir. Donc peu importe le stade de développement de l'entreprise, est-ce que la projection de développement qu'on s'imagine de la société peut nous permettre de créer suffisamment de valeur pour que nous, ça puisse tourner dans notre modèle. Donc ça va déjà être un premier élément de réponse. Donc on peut avoir des sociétés, on intervient tout au début, et puis il y en a d'autres parce qu'il va y avoir besoin de maturer un certain nombre d'éléments technologiques avant de pouvoir avoir un premier market access, où là on va être généralement plus en retrait. Quoique je dis ça, c'est même pas vrai, parce que sur notre fonds Deep Tech, on a des sociétés dans lesquelles on investit et on sait qu'on ne sera jamais sur le marché, on sera sorti avant. Donc il n'y a pas de vérité générale, chaque projet va avoir son propre profil de développement, et c'est surtout au-delà du projet et de la technologie. Alors certes, nous on est un peu geek, on aime bien la technologie, on aime bien voir ce qu'il y a derrière les projets, mais ce qu'on aime surtout, c'est les entrepreneurs. C'est eux qui font, en fait, qui créent eux-mêmes le futur et le développement. Parce que tout ce qu'ils portent, quand les entrepreneurs qu'on voit de start-up, ils viennent avec une vision qui n'existe pas, d'un monde qui n'existe pas, de produits qui n'existent pas. Et nous, c'est surtout ça qu'on va essayer de comprendre. C'est dans quelle mesure cette personne, elle va avoir la force et la possibilité, la capacité, non seulement lui, mais également à s'entourer,
pour pouvoir aller le plus vite possible et créer sa vision et d'en faire devenir une réalité. C'est surtout ça qu'on va essayer de regarder. Et à partir du moment où on a cette conviction, on peut aller très vite. Donc les tickets d'investissement, ça en revanche, pour répondre à la question, on peut commencer à partir de 100 000 euros et aller jusqu'à quelques millions d'euros dès les premiers tours. Merci. Alors, c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on évoque souvent dans la deep tech les aspects donc très technologiques et les questions de propriété intellectuelle, mais ça fait 2 fois, Guillaume, que tu mets l'accent sur la dimension humaine des projets qui restent en fait primordiales malgré l'existence de ChatGPT ou de l'intelligence artificielle. L'intelligence humaine et la dimension humaine restent déterminantes en fait dans les choix des investisseurs, parce qu'ils portent tout simplement une vision qui n'existe pas. Et ça, effectivement, on ne peut pas demander à des machines de produire des visions qui n'existent pas encore, puisqu'elles reposent essentiellement sur des choses qui existent déjà. Donc Bruno, côté dimension humaine, où ces éléments donc, sont importants dans la création de l'innovation, dans la valorisation, est-ce que côté PSL, vous avez des politiques particulières en la matière portées sur le recyclage ou les thématiques sociales ou sociétales plus généralement? Alors, il y a 2 questions dans la question, une sur les ressources humaines et puis une sur l'aspect recyclage et innovation responsable. Sur ce sujet-là, on se reconnaît dans beaucoup de choses qui ont été dites, notamment par Guillaume. Il y a une question générale, disons, des relations entre le monde du capital risque et la recherche publique. On ne va pas la discuter en détail, ça nous prendrait trop de temps, mais effectivement les questions de maturité des projets, quand est-ce qu'on peut... Et certainement, il y a une évolution qui est encore en cours et qui, à mon sens, n'a pas convergé. On a beaucoup encore à apprendre, à professionnaliser de notre côté, du côté des TTO et de la recherche publique. On y travaille notamment dans les PUI. Je pense que du côté du monde de l'investissement et des acteurs associés, il y a aussi des choses qui n'ont pas vraiment convergé. On voit des fonds qui créent des start-up studios, on voit des start-up studios qui s'adossent à des fonds. On voit des fonds qui n'ont pas de start-up studio, mais qui ont des operating partners qui finalement vont mettre un peu les mains sous le capot des projets, structurer, amener. Donc tous ensemble, je pense qu'il faut qu'on apprenne à mieux dérisquer, à mieux faire émerger, maturer, dérisquer pour que justement les projets puissent lever des fonds dans des bonnes conditions. Les ressources humaines sont évidemment un facteur crucial là-dessus. Quand un investisseur, quand on discute avec un investisseur en amorçage sur un projet de PSL, quand il ne veut pas y aller, au moins une fois sur 2, c'est à cause de l'équipe. Il dit « Ah oui, mais il n'y a pas le profil business qu'il faut pour machin, l'accès marché, etc. etc. » Bon, voilà, c'est le monde du tech transfert. Nos projets, ils émergent des labos. Ils sont souvent avec des équipes très techniques au départ et il faut accompagner l'évolution de l'équipe. Donc, c'est un problème que tout le monde identifie, hein. Tous les investisseurs, tous les incubateurs disent voilà, la première chose à regarder dans un projet, c'est l'équipe. Après, s'il n'y a pas l'équipe qu'on voudrait, qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est une question à laquelle, à ma connaissance, personne n'a de réponse complète. Donc, comme tout le monde, on essaye à PSL de faire jouer nos réseaux. On a créé un pool d'entrepreneurs en résidence qu'on fait graviter autour de nos projets pour qu'ils viennent aider, mentorer, puis éventuellement rejoindre des projets. Et on va continuer à travailler là-dessus. Il y a une question RH, enfin il y a un deuxième niveau de question RH, c'est quelle expertise on a nous dans le monde du tech transfert sur ces questions RH. Hein. Et nous à PSL, comme partout, on est meilleur en propriété intellectuelle ou en évaluation des technos qu'en RH ou en marketing. Il n'y a pas de mystère là-dessus. Donc nous, on essaie de monter en compétences là-dessus. On va dans notre PUI recruter des profils RH pour accompagner la problématique RH de nos startups. Mais voilà, c'est un long chemin et clairement, c'est un des facteurs qui rendent les projets VC compatibles, c'est clairement un bon accompagnement, un bon renforcement des équipes. Après, sur la question disons, du lien avec l'innovation responsable, l'impact, etc., on se reconnaît aussi dans beaucoup de choses qui ont été mentionnées. Clairement, il y a des enjeux spécifiques à ce domaine. Il y a souvent des enjeux réglementaires, tu parlais de normes et de choses comme ça, c'est évident. Il y a des enjeux de financement public en général dans les domaines énergie ou autres qui affectent les grandes transitions d'aujourd'hui. Il y a aussi, bien sûr, une préoccupation croissante des investisseurs sur ces questions d'innovation responsable. Et ça, on le voit à tous les niveaux, avec les fonds avec qui on parle. Dans la levée du deuxième fonds PSL, c'est aussi un sujet qui apparaît. Donc voilà, on retrouve ces préoccupations avec donc des questions qui sont communes à la deep tech en général et des questions spécifiques
au recyclage et aux autres enjeux liés au développement durable et à la soutenabilité. Merci Bruno. Alors effectivement, on a présence de 2 jeunes entrepreneurs. Aujourd'hui, quelles sont donc les activités, les enjeux et les défis qui sont les vôtres aujourd'hui, à la fois sur la stabilisation, la croissance en fait de vos activités, de l'automatisation à l'industrialisation côté Losange, et puis côté Open Tools. Donc on est effectivement dans toute création d'entreprises, je l'ai dit tout à l'heure, extrêmement récente. Aujourd'hui, quels sont les défis qui se posent à toi, Léonard? Alors à ce moment-là, en fait, les défis sont très nombreux parce qu'on est au tout début du projet et la boîte a été créée il y a 2 mois, mais le projet existe depuis 2 ans. Donc il y a déjà beaucoup de travail en amont qui a été fait pour arriver à un démonstrateur. Et donc la suite, c'est de continuer à travailler pour arriver à avoir une machine qui est fonctionnelle. Pour ça, il faut lever des fonds, parce que c'est un peu la difficulté de ce type de projet hardware, c'est de lever des fonds, puisque faire du hardware, ça coûte cher, puisqu'il y a de multiples compétences, il y a de l'électronique, il y a du soft, il y a de la mécanique, il y a du design, ensuite il y a toute la partie marché qui est super importante. Donc en fait, c'est pas un métier, c'est 7 métiers, en fait, voire 8 dans un seul projet. Donc il faut arriver à un peu avoir toutes les casquettes, trouver les bonnes personnes, comme vous disiez, faire les bonnes équipes, donc faire la bonne équipe. Et voilà, donc l'équipe est constituée, mais maintenant il faut avancer, et pour avancer, il faut des sous, etc. etc. Voilà. Et donc là, actuellement, tu es incubé d'ailleurs dans l'incubateur de l'ENSAM, je crois? Oui, oui. Donc on est aux Arts et Métiers, incubé aux Arts et Métiers depuis quelques mois, qui est du coup un bon accompagnement pour nous, parce que c'est un endroit où ils sont habitués à accompagner ce type de projet. Donc on a les bons interlocuteurs avec nous qui ont justement aidé plein de projets à voir le jour, plein de boîtes à se créer. Donc en fait, tous les plâtres que peuvent essuyer des gens qui démarrent tout seuls, ben, eux en fait ils ont déjà les réponses aux multiples questions qu'on peut se poser. Donc c'est très enrichissant de travailler avec eux, et en plus ils ont voilà, tout un matériel qui est adapté aussi au développement de projets hardware. Merci. Alors du côté Lausanne, justement, là, la société est donc bien constituée, une vingtaine de salariés, on l'a vu tout à l'heure. Tu évoquais l'automatisation, donc passer de l'automatisation à l'industrialisation. Qu'est-ce que ça appelle en fait, j'imagine des fonds, mais d'autres éléments? Oui, des fonds, c'est une chose en fait. Là, Losange est à un moment où en fait on a besoin de démultiplier nos capacités de production, parce qu'on est de moins en moins en mesure de répondre à une demande qui est en croissance exponentielle. Et on a l'aspect positif d'être le seul acteur à proposer ce qu'on fait. Et donc il faut qu'on puisse continuer à répondre à une demande croissante. Donc on est vraiment sur un sujet de démultiplication des capacités industrielles, en sachant qu'on a déjà l'outil automatisé. Donc en fait on doit démultiplier la capacité de cet outil à produire, quitte à le multiplier. Parce que comme je le disais, on est face à une demande exponentielle, dans le sens où on est dans un moment où à la fois il y a une adéquation entre le marché qui a envie de produits éco-responsables et des décisions réglementaires qui viennent faire du scoring environnemental de vêtements, qui viennent interdire aux marques de détruire leur fin de stock, qui viennent obliger la revalorisation des produits, des déchets textiles. Et en fait, tout ça mis en relation, il y a une demande très importante sur le sujet de l'upcycling, puisque le recyclage, et ça a été démontré dans les dernières études de cette année, n'est pas une solution vraiment, en tout cas actuellement, massifiable sur le textile, puisqu'il y a une complexité très importante à revaloriser les fibres mélangées. Or, la plupart des vêtements sont en fibres mixtes. Donc l'upcycling est une des seules portes de sortie pour la revalorisation des produits finis, et on doit répondre à cette demande croissante, et on doit donc démultiplier nos capacités de production. Messieurs, pardonnez-moi, je vais vous inviter à conclure cette table ronde. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche est là, donc je vous en prie. Bien, nous allons donc conclure. Peut-être que la ministre nous écoute à l'heure qu'il est. Probablement. Jamais. Écoutez, très bien. Je crois que Bruno, tu voulais évoquer les notions sur le futur d'un certain nombre de projets, ou sur le futur tout court. Comment PSL contribue à définir ou à concevoir des futurs possibles? Alors on contribue tous, j'espère, à définir des futurs, et des futurs les meilleurs possibles. Ce que je voulais dire très vite, et bien sûr on ne veut pas faire attendre la ministre, c'est peut-être revenir à la thématique innovation et société, et à dire que
ces challenges, ces transitions, ces grands enjeux sociétaux qui sont devant nous. C'est l'occasion parfois de sortir un peu de notre mode de fonctionnement habituel dans le métier du tech transfert et aller vers une approche un peu plus systémique ou holistique qui permet à la fois de regarder globalement une problématique, d'aller au-delà de l'interdisciplinarité qu'on essaie de favoriser en général dans le monde universitaire et d'ouvrir très largement vers des partenariats multiples, vers le monde de l'entreprise, vers des acteurs publics, vers la société civile, le monde associatif, etc. On a un exemple de ça que j'ai trouvé très intéressant, un partenariat de PSL avec SoScience. SoScience a un format d'innovation ouverte comme ça qu'ils appellent The Future of, et donc avec eux on a fait The Future of Urban Waters, donc problématique de l'eau en milieu urbain, ce qui a été un brassage très intéressant qui a amené à des jolis projets sur la réhabilitation des eaux usées, sur la végétalisation des espaces urbains et d'autres sujets. Et voilà, ça va un petit peu au-delà, disons, de notre traditionnel débat entre techno-push et market pull et aller vers un espèce de niveau supplémentaire qu'on pourrait appeler challenge pull ou challenge driven, vers comme ça une approche globale de questions de société. Bien, écoute, merci Bruno. Je pense que tu as effectivement conclu heureusement cette table ronde sur innovation et société, donc consacrée au recyclage et toutes les filières qui vont pouvoir effectivement bénéficier de cette nouvelle manière de voir les choses dans les années futures. Merci. On peut effectivement les applaudir. Merci pour la qualité de ces échanges. Je vous laisse descendre de scène.